Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va commenter une vidéo de LCI, une séquence que je trouve particulièrement parlant parce que ici on a le croisement de toutes les choses qui ne vont pas entre les Ukrainiens, les autorités ukrainiennes, les autorités européennes, les autorités américaines et la Russie. Ici, on a la combinaison de tout ce qui se joue. Vous allez voir ici le désespoir des Ukrainiens comparé aux folies des Européens qui sont les derniers à subir ce que les Ukrainiens subissent, mais qui se sentent légitimes à parler à la place des Ukrainiens et surtout à dire qu'il y a des choses qui sont inacceptables pour l'Ukraine alors que les Européens ne sont pas en guerre contre la Russie, n'ont perdu aucun soldat contre la Russie, ne subissent pas les attaques de la Russie, mais ils se permettent de parler comme si c'était eux qui étaient en conflit avec la Russie. Et donc c'est une séquence extrêmement parlant, extrêmement symbolique et chose le plus étonnant, c'est que ça se passe sur LCI. Mais ici, je tiens à vous dire que ça va être une première vidéo qui va être probablement longue parce que la séquence dure 16 minutes sur LCI. Et donc, je vais essayer vraiment de commenter le moins de temps possible, à part quand je ne résisterai pas, bien sûr. Mais ce que je vous promets, c'est une deuxième vidéo que je vais faire qui va paraître probablement demain sur la chaîne. Et c'est une séquence de Luc Ferry que vous ne trouvez pas sur LCI, mais qu'il y a une chaîne qui a capté cette séquence de Luc Ferry, qui est en opposition et qui va vous révéler exactement tout le mensonge des Européens, du président français quand il est intervenu à Johannesburg, parce que là vous allez avoir la comparaison de ce qu'Emmanuel Macron a dit et de ce que Luc Ferry révèle des origines de ce conflit, de tout le mensonge que les Européens essayent de masquer. Et vous allez voir même qu'il y a un moment, il y a des échanges qui sont vifs avec, une fois de plus, la méthode occidentale pour mentir. Bien évidemment, on met des femmes en contradiction aux gens qui essayent de dire la vérité. Et vous allez voir tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, si vous voyez sur ma chaîne une vidéo dont la miniature est avec la tête de Luc Ferry, n'hésitez pas à cliquer, ça sera l'une des vidéos où vous allez le plus, probablement moi j'ai rigolé, mais qui va servir le plus, c'est qui essaye de s'informer et de comprendre les origines de pourquoi on en est arrivé là. Donc maintenant, on va voir déjà la folie des Européens qui se sentent plus légitimes que les Ukrainiens à contester, non pas ce que les Russes même propose aux Ukrainiens, mais c'est que les États-Unis proposent aux Ukrainiens pour éviter la débâcle qu'il y a encore. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, c'est cette vidéo-ci. Symboliquement, je vous ai laissé cette séquence parce que je me suis arrêté ici, parce que là, on a les Ukrainiens qui s'expriment. Mais on va commencer la vidéo dès les débuts et on va la commenter. Comme vous pouvez voir, la vidéo dure 20 minutes. Si on part sur les proportions que je connais de quand tu commentes, on en a au moins pour 1 heure. Donc 2 vidéos, ça me fait 2 heures. Voilà pourquoi je ne peux pas commenter toute l'information du monde et je suis vraiment navré pour ça, de ne pas pouvoir plus souvent commenter l'information de l'Afrique. Mais quand je commente l'information de l'Afrique, non seulement il n'y a pas beaucoup de gens qui voient, il n'y a pas beaucoup de gens qui interagissent et ça me fait perdre de l'argent, du temps et on ne travaille pas gratuit. Déjà, je ne demande pas de l'aide spécialement. Ma chaîne est une chaîne à taille humaine. Je fais quasiment tout moi-même. Et donc, je ne peux pas, en plus de tout ce que je fais, le faire sans que ça me rapporte assez pour justifier le temps que je mets à le faire. Donc, je vous remercie pour ceux qui me soutiennent en commentant, en regardant et likant, partageant. Et surtout, autre chose aussi que je tiens à dire ici, je sais bien que pour certains d'entre vous, vous avez la ténacité, l'envie, le courage, la curiosité d'aller jusqu'à la fin des vidéos. Mais moi, je vois le temps moyen que la majorité d'entre vous mettez à voir les vidéos. Et donc, il y a des séquences de vidéos qui ne sont pas vues par la majorité d'entre vous. Et ces séquences de vidéos-là, c'est ce que je republie après, en plus de la publication de la version longue. Donc, si vous voyez des versions courtes, qui sont republiés d'une version longue, ne soyez pas étonnés. C'est parce qu'il y a une majorité de gens qui, même s'ils ont regardé la vidéo, ne savent pas qu'il y avait cette information dans la vidéo qu'ils ont regardée. Donc,
Pour ceux qui ont l'habitude de voir ça, je le dis ici pour vous, ne soyez pas étonnés si vous voyez que sur une vidéo de 50, de 1 heure, il y a des parties qui sont republiées après, c'est parce qu'il y a une majorité qui ne savent pas la suite des informations que vous avez peut-être vues et que d'autres personnes ne verront pas si je ne fais pas ça comme ça. Et de toute manière, c'est aussi une manière pour moi de rentabiliser le temps que j'ai mis à le faire. Merci à tous et c'est parti. LCI midi, ça débat sur le plateau, ça débat sur le sort de l'Ukraine, sur l'avenir de Volodymyr Zelensky, mais également l'avenir de l'Europe. Ça discute également du côté de l'Afrique du Sud. Au sommet du G20, on retrouvera nos envoyés spéciaux. Réunion en ce moment même entre Emmanuel Macron, Merz, le chancelier allemand, et Starmer, le britannique. Du côté du Kremlin, c'est plutôt la joie. Après le plan de paix proposé par Donald Trump, vous allez entendre le chef du Kremlin. Tout lui va, la paix ou la poursuite de la guerre. Il est sûr de son armée. On va l'écouter. Si Kiev ne souhaite pas discuter des propositions du président Trump et refuse de le faire, alors Kiev et les bellicistes européens doivent comprendre que les événements qui se sont déroulés à Kupiansk se répéteront inévitablement dans d'autres zones clés du front. Peut-être pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais cela se reproduira inévitablement. Et dans l'ensemble, cela nous convient, car cela permet d'atteindre des objectifs de l'opération militaire spéciale par des moyens armés à travers un conflit armé. Mais comme je l'ai dit à maintes reprises, nous sommes également prêts à mener des négociations pacifiques et à résoudre les problèmes de manière pacifique. Donc là, vous avez vu, ça correspond à la dernière séquence que je vous ai mis sur la chaîne où on montre les intentions de Poutine. Et ici, eux, ils ne reprennent que des parties de ce que Poutine dit. Ils ne mettent jamais la totalité du discours de Poutine pour que ça soit en cohérence. Ils décontextualisent. Mais ce qui est vrai, c'est que pour Poutine, moi je vous ai déjà dit comment je comprends ce traité de paix. Ce traité de paix n'est pas la volonté des Russes, c'est la volonté des Américains de ne pas perdre le contrôle sur ce qui pourrait advenir de l'Ukraine ou de ce qui pourrait advenir de Zelensky. Je ne sais pas si ce sont les Américains qui ont fait fuiter le truc de la corruption de Zelensky et donc qui l'ont mis à risque, mais ici, ce sont les Américains qui ont peut-être profité de cette séquence où Vladimir Zelensky est fragilisé et donc risque de tomber. Et donc, on ne pourrait pas savoir quelle espèce d'autorité légitime pourrait surgir de la chute de Zelensky, ni de ce que cette autorité-là serait prête à consentir aux Russes ou non par rapport aux Européens et aux intérêts des Américains. Ici, il faut rester très lucide sur ce qui se passe. Quand vous écoutez le discours de Vladimir Poutine, on voit bien qu'il essaye de faire comprendre que pour lui, ça n'a pas vraiment d'importance et même qu'il serait mieux que la situation reste sur le statu quo parce que pendant que ça reste sur le statu quo, les Européens s'appauvrissent, les Américains ont du mal à poursuivre l'aide militaire parce que même maintenant, on est en train de rentrer dans un cas de figure où trouver des gens qui veulent se battre en Ukraine devient de plus en plus difficile. Produire les armes pour que l'Ukraine continue à se battre devient de plus en plus difficile. Et donc, dans les deux sens, ça ne fait plus sens parce que même s'il y a l'argent, que là encore aussi, on a de plus en plus du mal à trouver, ben, concrètement sur le terrain, comme l'ont déjà dit la plupart des généraux aujourd'hui, il faut des gens sur le terrain. Et c'est lui qui a des gens sur le terrain, c'est la Russie. C'est lui qui a le plus de drones, c'est la Russie. C'est lui qui a le plus de matériel pour les meilleurs drones, c'est la Russie. Donc les Européens ou les Américains, même avec leur argent, on arrive à un moment où, au niveau des gens, au niveau des soldats et au niveau des équipements, ils ne peuvent plus être supérieurs à la Russie. Et donc voilà pourquoi les Américains sont en train de précipiter Zelensky. Et encore, d'après les dernières informations, même
le Parlement européen est en train de court-circuiter Zelensky. On ne sait pas si c'est Zelensky qui va utiliser le Parlement européen pour faire croire qu'il ne peut pas signer, ou ce sont les Ukrainiens qui vont voir que Zelensky est le pion des Américains et donc vont dire qu'il n'est pas légitime à signer. Peu importe, tant qu'eux, ils sont dans leur micmac, la Russie, ça l'avantage. Et c'est ce que, selon moi, Vladimir Poutine veut. Maintenant, écoutons les bêtises qui vont être dites sur LCI. Quelques instants, on partira sur le terrain retrouver nos envoyés spéciaux, Gwendoline Debono et Vincent Wartner. Situation, bien évidemment, du côté ukrainien, de l'armée ukrainienne. On écoutera aussi quelques soldats russes dans cette région de Kupiansk. Général, avant cette déclaration d'un Vladimir Poutine qui n'en demandait pas tant. Bah oui, quand on lit les 28 points tels qu'ils apparaissent dans les différentes déclarations, c'est tout bénéfice pour la Russie, c'est très clair. Alors la question est de savoir, est-ce que c'est un plan imposé dans son intégralité ou si ça doit faire l'objet de négociations ? Je pense que oui, évidemment, parce que pour l'Union européenne, il y a beaucoup de choses inacceptables, rien que pour l'Union européenne. On ne parle pas uniquement de l'Ukraine. Il y a des choses inacceptables pour l'Ukraine. Et effectivement, c'est la maximalisation. Vous l'avez dit, je n'irai pas plus loin. Déjà, moi, ici, ce qui m'embête, c'est qu'un Européen qui n'est pas en guerre avec la Russie, pour un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie, il se permet de dire qu'il y a des choses qui sont inacceptables pour les Européens. Mais est-ce que vous vous rendez compte du culot des Européens ? Il y a des choses qui sont inacceptables pour les Européens. À quel moment les Européens se sont battus contre les Russes ? À quel moment la Russie a attaqué l'Europe pour qu'il y ait des choses qui soient inacceptables pour les Européens ? Par Donald Trump, des avantages donnés à la Russie. C'est flagrant. Alors maintenant, est-ce qu'on peut croire en ce plan de paix dans sa réalisation ? Zelensky était très clair hier. Les Européens ont été globalement très clairs aussi hier. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut laisser Donald Trump régler cette affaire-là uniquement avec Vladimir Poutine ? Alors je ne suis pas certain que Vladimir Poutine doit être enthousiaste quand même autant qu'il le présente à Moscou. Parce que c'est une énième proposition où il a tous les avantages obtenus, il obtient tous les avantages et qui ne se réalisent pas, qui pourraient ne pas se réaliser. Nous sommes dans cette situation-là. C'est pas la première fois que tous les avantages sont donnés à Vladimir Poutine. Là, c'est tellement énorme, ces 28 points, on voit mal comment ça puisse être accepté. Maintenant, la conséquence, mais ça on le dit depuis des semaines. Tous les avantages de la Russie ne sont pas dans ces 28 points. La séquence d'Emmanuel Todd que je vous avais calée dans ma dernière vidéo, si vous ne la connaissez pas, allez regarder la vidéo où, dans la miniature, Zelensky, il dit ils ont des vidéos sur moi ou ils ont des audios sur moi. Dans cette vidéo, à la fin, je vous ai mis la séquence d'Emmanuel Todd qui date de plusieurs mois, dans lequel il vous a dit les Russes ne signeront rien parce qu'il y a des choses qui sont ultra importantes pour les Russes. Odessa, les choses que les Anglais ont fait à partir d'Odessa font que les Russes, quoi qu'il arrive, ils vont faire durer ce conflit jusqu'à ce qu'ils arrivent à Odessa et qu'ils le prennent. Voilà peut-être pourquoi eux tous, malgré à chaque fois qu'ils se disent « oui, on a donné le maximum à la Russie ne signe pas ». Et surtout maintenant que la Russie est quasiment certain de pouvoir avancer au prix de forts sacrifices, ça c'est certain. Mais au prix de sacrifices qui sont déterminants pour son futur, parce que maintenant, l'Ukraine, même si elle fait payer aux Russes leur avancée, elle perd bien plus qu'elle ne pourra jamais récupérer à la fin de ce truc. Voilà pourquoi, même malgré ce qu'ils disent, quand vous écoutez le discours de Vladimir Poutine, comme je vous l'ai décrypté, il fait bien comprendre que lui, ça l'arrangerait même que Kiev refuse d'accepter. Et surtout, ils disent que ce plan de paix ne leur a pas encore été signifié, ils n'en ont pas encore discuté et que ça sera la base. Ce n'est pas qu'ils ont accepté, ça sera la base pour un futur traité de paix. Donc ça veut dire qu'il y a des choses là-dedans. Pendant qu'eux, ils croient qu'ils vont avoir le dernier mot, il y a des choses là-dedans que ça sera eux qui auront le dernier mot. Exactement comme le scénario de quand ils avaient fanfaronné qu'ils avaient eu un traité de cessez-le-feu inconditionnel que les Ukrainiens avaient accepté. Eux tous, ils avaient fanfaronné dans leurs médias en croyant qu'ils allaient imposer ça à la Russie. Et on avait vu, j'étais l'un des premiers à vous dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Ça a été contesté. 3 jours après, j'ai eu raison. Poutine, il a dit niet, il n'y a pas de cessez-le-feu. On n'a aucun avantage à signer. Et ici,
Alors que les gens ils disent que oui, il y a tous les avantages qui sont donnés à la Russie. Non, ce traité de paix est à l'avantage des Américains. Que soit le contexte, la guerre va continuer. À moins que le front s'effondre. Ce à quoi je ne crois pas encore à date d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des villes qui vont être prises et qui ne le sont pas encore totalement que ça va modifier profondément, je dirais, le cours de la guerre maintenant. Maintenant, je pense qu'on est bien parti pour la guerre en 2026, sinon même en 2027. Et moi, je pose une question. Est-ce que l'Europe est prête à payer tout ce dont a besoin l'Ukraine pour se battre? Et c'est peut-être la vraie question. Alors, on y reviendra sur cette question parce qu'elle est primordiale, bien évidemment, et c'est là où ça coince. Vous parliez de ces villes, on parlait de Kupiansk. Regardez ces images, parce que c'est également cette guerre une bataille d'images. Les soldats russes qui infiltrent cette ville stratégique. Et puis, il y a ces drapeaux. Alors, ils sont brandis, retirés, rebrandis. On va écouter, si vous êtes d'accord, un soldat russe. Il parle de cette stratégie aujourd'hui voulue par Moscou. La ville de Kupiansk est libérée, la victoire sera nôtre. Le 121e régiment de fusiliers motorisés de la 68e garde de la 6e armée a héroïquement pris Kupiansk. Et on va retrouver Gwendoline Bono et Vincent Wartner sur le terrain en Ukraine parce que cette guerre pèse sur les troupes ukrainiennes. Et autant le dire, la situation est également très très compliquée. Les Russes en profitent et les Américains le savent. Alors d'abord, il y a la configuration du front qui pose de grandes difficultés. Il n'y a plus de ligne zéro, il y a un ensemble de kill zones, de zones de la mort. Alors ce sont des secteurs où tout est contrôlé par drone, 24 heures sur 24. À partir du moment où le drone de reconnaissance repère une position, eh bien la frappe de drone kamikaze suit en moins de 2 minutes. Ça, c'est très clair quand on est sur le front. Russes et Ukrainiens tiennent les positions par groupe de 2 ou 3 hommes, jamais plus. Et pour avancer dans ces conditions, eh bien il n'y a pas 36 solution, il faut pouvoir perdre des hommes. La Russie a la masse pour le faire et elle ne s'embarrasse pas de la vie de ses soldats. Pour l'Ukraine, c'est impossible. Voilà. Toujours ce mensonge de la Russie ne s'embarrasse pas de la vie de ses soldats. Alors que si vous allez voir celui qui documente le mieux les avancées russes, c'est History Legend. Il est même supérieur à la plupart des militaires qui viennent donner leur avis. On vous voyait clairement que la Russie, qui voit ce que les Européens font, qui voit comment Macron et les autres font monter la sauce pour préparer leur pays à un affrontement avec la Russie, sait qu'elle ne peut se permettre de finir son armée en Ukraine, fait tout pour contrôler au maximum les dégâts qu'elle subit au niveau de son infanterie. Et je vous avais déjà dit comment ça se passe pour les Russes. Les Russes ont déjà mis une méthode depuis 2023 pour ceux qui suivent comment les Russes changeaient leur tactique au combat. L'infanterie russe est le dernier élément de l'armée à arriver sur une zone. Avant de conquérir une zone, elle va être pilonnée par l'artillerie, par l'aviation, par les drones longue portée, ensuite par les drones FPV. Et là, quand ils sont sûrs qu'ils ont vraiment réduit au maximum la présence ukrainienne, la résistance ukrainienne qui peut s'en prendre à leur infanterie, c'est là que l'infanterie vient. Et si vous suivez aussi bien ce conflit, vous savez bien que l'infanterie russe a particulièrement la dent dure et sans pitié avec les dronistes ukrainiens. Parce que les dronistes ukrainiens n'hésitent pas à finir, y compris des Ukrainiens qui essayent de se rendre du côté russe, et n'hésitent pas à s'en prendre même aux civils russes sur le terrain. Tous ceux qui suivent ce conflit ont tous vu la vidéo de la dame orthodoxe qui fait le signe de la croix, tandis qu'il y a un drone FPV russe qui lui fonce dessus et qui va l'éclater. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle fait le signe de la croix et le droniste ukrainien la termine sur le terrain. Voilà pourquoi les dronistes ukrainiens, je pense même qu'ils vont devenir les prochaines unités à vite déserter ou surtout à vite quitter le champ de bataille quand ils savent que les Russes, ils arrivent. Parce que eux, on ne leur laisse plus le choix même de se rendre. Quand ils les trouvent, les soldats russes les exécutent sur le terrain. Et on ne leur laisse plus le choix de devenir prisonniers ou quoi que ce soit. Parce qu'ils sont sans pitié. Si vous regardez les vidéos, vous voyez comment les Russes, on a plusieurs fois des dronistes russes, des vidéos de dronistes russes qui épargnent
la vie des civils ukrainiens quand les civils ukrainiens se présentent comme tels. Mais les drones ukrainiens, les dronistes ukrainiens n'hésitent même pas à s'en prendre à leur propre population quand ces populations-là veulent se rendre du côté russe. Et donc ici, vouloir continuer à faire croire que les Russes sacrifient des gens, je ne comprends pas. Alors qu'ici, nous venons d'avoir une fois de plus le plus gros sacrifice de soldats dans cette campagne de 2024, c'est encore du côté des Ukrainiens. Ils ont sacrifié tous les soldats et la plupart des meilleurs combattants qu'ils avaient dans la poche de Pokrovsk. Ces gens-là qui sont dans la poche de Pokrovsk ne sortiront plus. Ils ont été sacrifiés. Mais vous avez toujours, ici, dans les propagandes de LCI, des gens qui viennent vous dire « Oui, mais c'est les Russes qui ont les gens, qui sacrifient les gens. » Alors que non, la méthode russe a changé depuis. Et c'est ce qu'on voit dans la ville de Pokrovsk, mais également dans la ville de Kupiansk, dont la Russie revendique le contrôle. L'Ukraine a un manque de réserve. Le pays n'a pas recruté assez d'hommes depuis le début de la guerre, mais il y a aussi, et ça on l'a constaté, un manque de drones, notamment les drones à fibre optique qui ne peuvent pas être brouillés. Vous ajoutez à ça des lignes de défense qui sont parfois mal préparées, et ça on l'a vu également sur le front de Zaporijjia, et bien ça vous donne des fronts qui craquent. Et une fois que les Russes passent, me disait un opérateur de drone, eh bien, il est extrêmement difficile de les contenir et encore plus difficile de contre-attaquer. Merci beaucoup Gwendoline et merci à Vincent Wartner qui vous accompagne. Le président Volodymyr Zelensky est bien conscient de cette réalité, du poids des Américains, de la pression des Russes et peut-être aussi de l'absence de ses alliés européens. Voilà cette confession, cette confidence faite hier. L'Europe et le monde entier doivent comprendre une autre vérité. Les Ukrainiens sont avant tout des êtres humains et nous repoussons depuis près de 4 ans l'une des plus grandes armées du monde dans le cadre d'une invasion à grande échelle. Nous tenons ligne de front de plusieurs milliers de kilomètres et notre peuple subit chaque jour des bombardements, des frappes balistiques et des attentats suicides. Chaque jour, notre peuple perd des êtres chers et notre peuple souhaite vraiment que la guerre prenne fin. Nous sommes bien sûr faits d'acier, mais aucun métal, même le plus résistant, ne peut résister indéfiniment. Voilà. Donc ici, ils dramatisent en disant que soi-disant, ils subissent des attentats, alors que je ne sais pas si vous relevez une seule fois où vous avez vu un attentat suicide russe en Ukraine, s'il vous plaît, montrez-moi. Ceux qui ont subi des attentats dans leur pays, ce sont les Russes. Nous l'avons vu dans le centre commercial. Dans, je ne sais plus c'était quel blogueur russe là qui avait reçu un colis qui a explosé. Ceux qui ont subi des attentats, c'est les généraux russes qui ont vu des voitures exploser. Alors c'est où ça? On a vu des attentats suicides en Ukraine. Et l'autre chose, ici, l'intervention de Zelensky doit vous rappeler ce que je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Zelensky, quand il disait, c'est qu'il savait depuis le début que les Européens allaient utiliser son pays pour s'apprendre à la Russie. Et aujourd'hui, il se rend bien compte qu'on arrive au bout du bout, que les promesses européennes ne seront pas tenues. Parce que eux, contrairement à ce qu'ils disent, eux misaient tout sur le fait qu'ils allaient écraser la Russie économiquement. Vous allez dire défoncer. Ils allaient écraser la Russie économiquement. C'est qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et maintenant, ils sont en cours d'argent. Et même si, par je ne sais quel moyen, ils réussissaient à prendre l'argent russe qui est à Euroclear, c'est que Euroclear a déjà dit que non. Euroclear a déjà menacé la Belgique. Si vous touchez, on va poursuivre la Belgique et l'Europe. Et la Belgique a dit, si vous touchez, nous, on va vous poursuivre. Donc nous, on ne laissera personne prendre cet argent. L'Ukraine a besoin de plus de 100 milliards par an. Et je pense que ça, c'est sans compter l'armement. Ou plus de 100 milliards en tout. Donc si jamais ce conflit devait durer encore 3 ans, il faudrait au moins plus de 400 milliards. Où l'Europe va-t-elle trouver 400 milliards? Et donc Zelensky, il comprend. Et à chaque fois, ces gens-là lui disent qu'il faut encore recruter encore plus de personnes. Nous voyons les difficultés que les Ukrainiens rencontrent à recruter. Et là encore, Alexandre Robert qui suit ça vous dit, on est à un niveau de désertion maintenant dans l'armée ukrainienne, c'est juste pas possible. On a quasiment plus de déserteurs que des gens qui meurent au combat tous les jours. Donc il n'y a plus d'armée. Plus ça va, moins il y a d'armée. Voilà pourquoi Zelensky il commence à comprendre que là, il est au bout du bout. Avec le truc de corruption qui vient d'arriver, il est au bout du bout.
Il comprend bien que maintenant, c'est sa vie qui commence à être mise sur la balance. Et vous comprendrez ça encore plus vers la fin de la vidéo, quand nous allons attendre les choix des Ukrainiens eux-mêmes, comparé aux choix de ceux qui sont assis sur ce plateau, qui vous disent qu'il y a des choses qui sont inacceptables pour les Européens. Les Européens sont en guerre avec la Russie depuis quand ? Ils ont envoyé quelle unité de combat officiellement en Russie? Ils ont perdu qui officiellement en Ukraine? Pauline Tominé, il dit beaucoup de choses dans ses mots, le président ukrainien, même si vous êtes valeureux, même si vous faites face à l'une des plus puissantes armées du monde, vous ne pouvez le faire qu'avec vos moyens, surtout quand vos partenaires vous lâchent. Il ne s'agit pas de les lâcher, parce que l'Ukraine aujourd'hui est un rempart. Le problème de l'Europe, c'est qu'il y a une majorité de matériel américain qui a été acheté par les pays européens. Ce matériel américain, il a besoin d'autorisation des Américains pour être utilisé. Le nœud gordien, il est là. C'est-à-dire qu'on a un gros souci, non pas sur la France, mais sur les autres pays, qui ont acheté en masse du matériel américain et qui sont complètement dépendants. Et aujourd'hui, ce que fait l'Amérique avec les Trumpistes, c'est un hold-up sur l'Ukraine, mais aussi un hold-up sur l'Europe. Si on lâche l'Ukraine aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à s'organiser pour produire du matériel européen, français, pour tenir le front en Ukraine, ce que veulent les Russes derrière, c'est des élections rapides avec... 100 jours. Hein. Voilà, pour imposer ce plan, qui est une reddition de l'Ukraine, des élections pour prendre l'Ukraine et attaquer en réorganisant évidemment les troupes russes sur d'autres fronts, comme par exemple l'Estonie ou la Moldavie ou encore ailleurs. Regardez bien comment on l'a décrit. Caroline Tominé, présidente de Dog for l'Ukraine. Quand vous l'écoutez, elle défend l'Ukraine ou elle défend l'Europe? Elle défend l'OTAN ou elle défend l'Ukraine? Elle veut que l'Ukraine continue. L'Ukraine continue avec quel argent, quel armement, quelle population, quelle armée? Et en plus, elle dit, on a une majorité d'armes américaines qui ont été utilisées que l'Ukraine ne peut pas utiliser, que je sache. La France n'a pas besoin des États-Unis pour produire son Scalp. L'Angleterre n'a pas besoin des États-Unis pour produire son Storm Shadow. L'Allemagne n'a pas besoin des États-Unis pour produire son casseur de pont, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si ils ont le courage qu'ils envoient ça en Ukraine et qu'ils donnent l'autorisation de frapper à l'intérieur de la Russie, Vladimir Poutine leur avait déjà expliqué les conséquences. L'autre là, Macron, il avait dit qu'on va autoriser les Ukrainiens à frapper à l'intérieur de la Russie. Bien évidemment, on va autoriser à frapper des sites stratégiques, mais qu'il ose. On a vu la première fois qu'ils ont fait ça, il y a eu la réponse de Richnik. Depuis, ils ont arrêté. Concrètement, depuis, ils ont toujours des scalps. Mais pourquoi ils ne tirent pas ces scalps-là sur une cible stratégique? Parce qu'ils ouvriraient la voie eux-mêmes aussi à ce que la Russie frappe une cible stratégique. Et Vladimir Poutine leur a déjà dit, le jour où moi j'utilise Orishnik en Europe, je préviens. Parce que je sais de toute manière, vous n'avez rien pour intercepter l'Orishnik. Et il leur avait dit, si vous voulez même, on fait la démonstration, désignez une cible. Et nous, on frappe et vous essayez d'intercepter. Je crois que c'est le Horus ou quelque chose comme ça, là, le missile allemand qui casse les ponts. Pourquoi ils n'utilisent pas? Ils n'ont pas besoin des États-Unis pour faire ça. Mais on sait que si jamais ces missiles-là sont tirés sur une cible stratégique en Russie, ça voudra dire que ces gens-là ont participé à une frappe sur le territoire russe avec leur armement. Ça ne sera pas les Ukrainiens, ça sera eux. Si vous ne voulez pas lâcher l'Ukraine et que vous voulez jouer les gros bras, allez-y. Donc ici, là, c'est tout le temps des lâches qui viennent vous parler de réalité que eux-mêmes, ils font semblant d'ignorer. Vous n'avez pas besoin des Américains pour faire ça. Les Américains, au moins, eux, ils sont cohérents. Ils vous vendent des armes, ils vous disent, vous voulez vaincre la Russie, vous voulez récupérer vos territoires conquis par la Russie, ben, utilisez nos armes pour faire partir la Russie des territoires que vous avez. Mais n'utilisez pas nos armes pour aller frapper en Russie. Parce que dans ce cas-là, la Russie aussi aura le droit d'attaquer les territoires américains ailleurs ou les intérêts américains ailleurs. Il y a des incursions russes qui se feront. Il faut absolument qu'on en ait conscience. Alors, aujourd'hui, et surtout, regardez-moi la folie. Comment est-ce qu'elle, de son Dog for Ukraine, peut savoir quelles sont les intentions de la Russie envers les pays baltes? Et les pays baltes, là,
qui sont des populations où il y a personne. Déjà, pourquoi la Russie aurait même besoin de se battre contre eux? C'est ça que moi... Est-ce que ces gens-là, ils imaginent les choses qu'ils disent? Pourquoi la Russie aurait besoin d'aller s'en prendre à ces pays baltes-là, vu le tambour, les problèmes diplomatiques ça va engager? Si battre la totalité de l'Europe et de l'OTAN en Ukraine suffit à discréditer et à mettre fin à ce monde multipolaire. À partir du moment où la défaite de l'Ukraine sera actée, ça sera vraiment la fin du monde d'avant. Et les États-Unis, eux, ils l'ont déjà compris. Les Européens ne l'ont pas compris. C'est pour cela qu'ils s'accrochent, parce qu'ils savent que dans ce futur monde, ils n'ont pas droit au chapitre. Parce que le premier représentant de l'Europe en Afrique, c'était la France. Et elle a déjà été discréditée en Afrique. Et donc l'Europe n'aura plus droit au chapitre. Elle ne pourra plus imposer sa volonté nulle part. Parce qu'elle n'est pas alignée avec les Américains. C'est qu'ils veulent faire. Ils espèrent faire tenir l'Ukraine jusqu'à la fin de Trump et espérer qu'un démocrate prenne le pouvoir pour venir faire la magie. Parce que Biden était là, il a mis tous les moyens, il ne s'est rien passé. Je ne vois pas qu'est-ce qu'un autre démocrate pourrait venir faire comme magie ici pour sauver les Européens et pour sauver l'ancien monde occidental, ou le règne occidental, ou la domination occidentale qui n'existe même plus carrément. Élection pour prendre l'Ukraine et attaquer en réorganisant évidemment les troupes russes sur d'autres fronts, comme par exemple l'Estonie ou la Moldavie ou encore ailleurs. On a des incursions russes qui se feront. Il faut absolument qu'on en ait conscience. Alors, aujourd'hui... pardon, je vous coupe, Caroline. Désolé, on vient d'apprendre à l'instant que l'Ukraine, alors l'Ukraine, je ne sais pas qui c'est, on a peut-être le temps de vérifier, l'un des proches conseillers de Volodymyr Zelensky dit que direction la Suisse pour commencer Yermak, c'est ce que je discuter tout à l'heure, oui. Avec les Américains. Le décret a été signé par Russes. Volodymyr Zelensky. Des discussions vont s'engager en Suisse avec Yermak et d'autres spécialistes du cabinet du président pour voir sur quel point on peut avancer, on peut discuter, on peut négocier. Ça veut donc dire que le plan n'est pas rejeté totalement par les Ukrainiens, contrairement à ce que le Kremlin essaie de faire croire depuis hier. C'est Oumerov qui le dit. Oui, il y a eu vraiment à la tête du Conseil de sécurité de propagande ukrainien. De la part des pro-russes pour dire que l'Ukraine rejetait le plan, disait non à Trump en fait. Et ça, dire non à Trump, Volodymyr Zelensky l'a bien compris dans le bureau ovale, ce n'est pas possible. Poutine le sait aussi, mais Poutine, lui, évidemment, a plus de surface, plus de latitude pour finasser, gagner du temps, parce que il n'est pas du tout évident, même si ce plan a été écrit en russe, on le voit bien même à la traduction en anglais, qu'il convienne totalement à Vladimir Poutine, qui a toujours besoin de la guerre, d'une part pour asseoir son pouvoir, d'autre part pour pouvoir continuer à faire tourner son économie, qui est entièrement tournée vers l'économie de guerre. Alors, ce qui est impressionnant, c'est de voir une personne qui, peut-être... Dans les 9 minutes ou 10 minutes qu'il a passé sur le plateau, a oublié qu'au début de cette séquence, Vladimir Poutine a parlé. Est-ce que Vladimir Poutine a dit que l'Ukraine rejette ce plan? Vladimir Poutine a dit, si l'Ukraine ne veut pas accepter ce plan, c'est pas un problème. Il n'a pas dit que l'Ukraine a accepté ce plan. C'est le même jour où cette personne... elle est en train de déclarer ça, ou même je pense que Vladimir Poutine, il a parlé après ça. Vladimir Poutine est venu éclaircir les choses lui-même. Parce qu'ils ont montré ça dans cette séquence. Il est venu éclaircir les choses lui-même. Il a dit que, ce plan, lui pour l'instant, il n'a pas consulté, il n'en a pas parlé, il n'en a pas négocié, et que c'est un bon début. Et que si l'Ukraine et les Européens ne voulaient pas de ce plan, c'est même tant mieux. Parce que ce plan... ne permet pas à la Russie d'atteindre tous les objectifs de l'opération spéciale. Et il a dit, si il le rejette, c'est tant mieux parce que ça permettra d'atteindre tous les objectifs de l'opération spéciale sur le champ de bataille. Je ne sais pas, il ne peut pas être plus clair que ça. Et on ne peut pas être plus stupide que ça. Tu attends le boss de boss lui-même te dire que voilà, c'est comme ça. Et toi, tu viens dire, non mais... c'est vrai, mais ils ont essayé de faire mentir que Zelensky n'était pas d'accord. Ils s'en foutent que Zelensky soit d'accord ou pas. C'est plus leur problème. Et à la limite même, ils veulent que Zelensky ne soit pas d'accord. Ils veulent que les Européens ne soient pas d'accord. Intéressant, c'est cette discussion. Hier, sur notre plateau, on avait Jean-François Collot-Simon, historien. Il a parlé de l'Europe. Et comme ça, je vous laisserai bien évidemment la parole. Parce que, de ce que l'on vient d'apprendre...
il y aura 3 personnes autour de la table. Les Ukrainiens, les Américains, les Russes. Pas les Européens. Vous parliez d'échecs possibles si on ne se réveillait pas. Écoutez cette analyse hier soir sur notre antenne. L'Europe, sur une affaire pareille, est-ce qu'elle a un consensus? Est-ce que vous pensez que M. Orban ne va pas dire bravo, il faut faire la paix? Est-ce qu'il y a un consensus entre M. Macron et M. Orban? Est-ce que l'Europe a été capable de montrer qu'elle était unie? Alors d'abord, elle-même, elle risque d'imploser au passage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aux États-Unis, très bien, M. Trump, gardez votre plan, parce que c'est nous désormais qui allons armer l'Ukraine, mais on n'en a pas les moyens. Nous sommes coupables historiquement de notre retard. Caroline Doninet, c'est ce que vous disiez, nous sommes coupables. Est-ce qu'on peut encore se réveiller? On est éjecté de la table des négociations. Il faut parler du présent. Derrière, il y a quand même la Chine. La Chine qui est une puissance phénoménale avec les États-Unis qui mettent le genou à terre devant les Chinois aujourd'hui en négociation. Vous avez des Chinois qui vont financer, qui vont aider à cette guerre en Europe. Il faut qu'on soit inquiet. Ne parlons pas du passé, parlons du présent et du futur. On s'organise, le présent et le futur, on met Caroline, en place on n'y est pas. Solutions. Mais on met en place... On n'a pas le choix aujourd'hui. Non mais où... Alors, Richard... Bon, je pense qu'ici, nous avons atteint la deuxième séquence qui est la réalité des Européens. La première séquence, c'est un peu le déni. Mais ici, nous avons atteint la deuxième séquence, la réalité des Européens. Et là encore, je vous remettrai peut-être dans le montage la séquence d'Emmanuel Todd. Si c'est moi qui monte, si c'est mon monteur qui monte, il ne vous mettra pas. Mais dans la séquence calée que moi je vais faire, je vous la mettrai. La séquence d'Emmanuel Todd qui disait « Les Européens sont dans la zone de domination des États-Unis et considèrent que les États-Unis sont encore une superpuissance, mais pour le reste du monde, les États-Unis sont en déclin. Et pour le reste du monde, c'est une surprise que la Russie ait tenu tête à l'ensemble de l'Occident. Et donc pour le reste du monde, il n'y a plus aucun intérêt à ce que les Occidentaux gagnent cette guerre en Ukraine. Sans le dire, c'est que tu dois comprendre entre les traits, c'est que pour le reste du monde, tout le monde veut que la Russie triomphe en Ukraine. Parce que si la Russie triomphe en Ukraine, avec tout ce qu'ils ont mis, et nous voyons bien que maintenant ils ont les poches vides, ils ont les stocks à l'os, avec tout ce qu'ils ont mis, si ils ne réussissent pas à mettre la Russie à terre, c'est la fin. Si vous regardez grand angle, vous pouvez déjà savoir que la France est en train de foncer droit dans le mur. Les conditions de l'économie française actuelle, c'est soit elle dépouille les Français, soit elle va faire faillite dans les années futures. Comment est-ce que vous voulez que des pays qui sont sur le point de faire faillite aillent faire la guerre à un pays qui a été préparé comme la Russie est préparée et qui est soutenu, selon elle, par la Chine, qui, elle, n'a quasiment pas de dette? Comment vous voulez gagner? Et c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte, parce que souvenez-vous au début comment ils étaient contents. On va mettre la pression à la Chine pour qu'elle reste de côté, pour qu'elle ne prenne pas par-ci, pour qu'elle ne donne pas du matériel militaire. Oui, mais sauf qu'ils ont oublié que la Russie était l'un des pays où il y avait le plus d'ingénieurs au monde, qui produisait le plus d'ingénieurs au monde et qui était le mieux préparé à ce conflit. Et la plupart des choses que la Russie utilise, elle les fabrique chez elle, contrairement aux Européens. Bien évidemment, les autres lui fournissent des trucs civils, et elle transforme ces trucs civils en matériel militaire. Et aujourd'hui, ils s'en rendent compte. L'arrogance européenne, l'arrogance occidentale, le mépris occidental, c'est ce qui se paye maintenant. Ils ont pensé que on va faire semblant de provoquer la Russie militairement pour qu'elle fasse une faute diplomatique qu'on va exposer à la face du monde, même si on ment. Parce que je veux vous montrer la séquence de Luc Ferry, ne le loupez pas, qui montre à quel point ces gens-là sont des menteurs. On va exposer ça à la face du monde, on va bloquer les canaux de communication russes, on va bombarder tous nos médias, toutes nos populations avec nos mensonges. Et quand la Russie tombera, il n'y aura personne pour constater qu'on a menti. Sauf que là, ils ont échoué. Économiquement, ils ont braillé pendant des semaines, des mois, des années que la Russie était sur le point de s'effondrer. Socialement, économiquement, nous voyons l'Europe s'effondrer. L'Angleterre est dans un état lamentable, la France est dans un état lamentable, l'Allemagne est dans un état lamentable. Ce qui sauve l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, elle avait des réserves comparées aux deux autres. Mais ce qui s'est passé en Allemagne est pour l'instant irréversible. Tant que Nord Stream ne sera pas rétabli, ce qui se passe en Allemagne aussi est irréversible. Toute l'industrie allemande ne peut plus fonctionner en restant en Allemagne.
elle est obligée d'immigrer là où elle peut réduire ses coûts pour continuer à produire. Peut-être que la Russie s'effondre. Et donc peut-être qu'on nous fait aussi de la propagande sur un possible effondrement de la Russie. Mais entre-temps, si vous n'êtes pas assez informé, il y a une accélération de l'effondrement de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, eux-mêmes en Europe. Et donc, où trouveront-ils les moyens d'aller se battre? Sachant que la Russie, elle est partie en étant préparée et en ayant une dette intérieure le plus bas possible comparée aux trois autres. La France, elle est déjà à plus de 100%. La réalité commence à leur rattraper. La vérité commence à leur rattraper. Sans compter leur Union européenne où personne n'est d'accord et surtout où les plus licites sont marginalisés au profit des plus bêtes. Parce que je pense qu'il y a une au moins pour gagner du temps et présenter l'Ukraine dans de meilleures dispositions pour les négociations. Il y a des solutions. Est-ce qu'on en a encore? C'est la question. Petit réquisitoire peut-être sur la France et sur cette Europe. Sur cette Europe, on n'est pas vraiment d'accord. Sur la France, je vous laisse la parole. Non, d'abord, l'Europe a des cartes. Il faut quand même, puisque pour employer le langage de Trump, l'Europe a des cartes en main. Elle en a vis-à-vis des États-Unis qu'elle doit jouer. Elle est importante. Donald Trump a besoin de l'Europe à plein d'égards, à commencer par les questions économiques, à commencer par la santé des géants de l'Internet américain. Je vous rappelle, c'est pas sans lien avec l'Ukraine qu'il y a un risque de bulle sur l'intelligence artificielle qui pourrait faire cracher le marché boursier. Ce que Donald Trump a impérativement besoin, c'est de relations apaisées avec l'Europe économique. Et ça, c'est une carte qu'il ne faut pas, qu'il faut utiliser, qu'il ne faut pas du tout négliger. Non mais, j'aimerais pas le paraître ridicule, mais franchement, depuis quand? Ça, c'est une carte que l'Europe peut jouer. L'Europe n'a aucun géant dans l'IA. Et ce n'est pas l'Europe qui finance l'IA américaine. Même s'il y a une bulle de l'IA aux États-Unis, ce ne sont pas les Européens qui pourront faire quelque chose pour faire éclater ou faire grossir cette bulle. Quelles cartes ont? Ils ne font que censurer, rendre plus difficile tout ce qui est possible pour l'économie Internet en Europe. Internet produit beaucoup moins d'argent en Europe à cause de toute la réglementation, de toute la folie qu'on a mis en Europe. Donc, quelle carte? De quoi parle-t-il? Voilà pourquoi ces experts de plateau, il est temps de les foutre dehors. Voilà pourquoi ces gens-là, on a besoin de gens qui décryptent les choses comme ça, comme nous, pour dire que ces gens-là, ils mentent. Ces gens-là ne prennent que ce qui leur intéresse dans les informations et oublient tout le reste. Certes, l'Europe est un marché important, mais l'Europe n'est plus le marché primordial pour les Américains. Leur marché intérieur est beaucoup plus primordial pour eux que l'Europe. Tous les grands entrepreneurs eux-mêmes sont en train de quitter la majorité des pays européens, à l'exception un peu d'Angleterre. C'est plus vivable l'Europe. De quoi parle-t-il? C'est en train de devenir un musée. C'est un endroit où les gens ils viennent pour voir la culture, l'histoire, comment on a construit des choses avec l'argent qu'on a volé ailleurs. C'est en train de devenir un vestige. L'Europe a des cartes envers Trump. Non. Deuxième chose, c'est que l'Europe, si elle apporte son soutien à l'Ukraine de manière vraiment tangible, ferme, ça va peser dans la balance. La grande difficulté aujourd'hui, moi j'en vois deux pour l'Europe, c'est pas tellement la division et c'est pas tellement Orban, comme le disait à l'instant Colosimo. Orban, de toute manière, il est marginalisé. Donc c'est évident que Trump comme Poutine vont essayer de le valoriser, de le mettre en avant. Mais que pèse-t-il, Orban, au sein de l'Union européenne? Il Rien. Le vrai souci que je vois, moi, c'est du côté de la France. C'est ici. Parce que, historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des moments géopolitiques compliqués où l'Union européenne devait se positionner, il faut que la France soit dans le cockpit. Parce que la France a cette tradition diplomatique, cette tradition d'indépendance, entre guillemets, vis-à-vis des États-Unis, qui peut permettre d'avancer. Aujourd'hui, la France mais vous dites faible. aussi... Ah, Seigneur, si des gens comme nous n'étaient pas là, quand tu attends ces gens-là, on aurait dit que la France est encore quelque chose. Diplomatiquement, la France a été détruite par Emmanuel Macron. Doit-on vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, ou je ne sais même pas si c'est encore le cas, non, il n'y a pas si longtemps, la tête de la diplomatie française était Séjourné et que maintenant c'est Barrot qui, est déjà meilleur que Séjourné, mais n'est pas du tout au niveau. Tous les grands diplomates français vous me disent que voilà, on ne fait pas ce qu'il faut. Quelle indépendance a la France avec les États-Unis?
Ça a commencé avec Sarkozy qui a mis fin à cette indépendance en remettant la France dans l'OTAN. Les gens là, ils oublient tout ce qui a été fait depuis 20 ans pour saper justement l'indépendance et l'autonomie de la France envers les États-Unis. La France, il faut qu'elle soit dans le cockpit. Mais dans quel cockpit? La France, elle était le fleuron de l'Europe parce qu'elle était celle qui dominait en Afrique. Mais depuis que c'est plus le cas, c'est fini. C'est fini la France diplomatiquement. Même militairement, la France, elle a quoi? 80 000 personnes dans l'effectif de l'armée. Et si jamais elle devait déployer des gens tout de suite, ça serait à peine 20 000 hommes. Et on a vu que pour déployer à peine 1000 hommes en Roumanie, ça a été la honte. Donc, dites-nous quels sont ces atouts que la France a pour peser face aux Américains et aux Russes. Franchement, on les attend. Ces gens-là, ils rêvent. On n'est pas au rendez-vous ou alors pas souvent? On l'a été dans le passé, on l'a été sur un certain nombre de sujets, quelquefois avec retard, mais on a rattrapé le temps perdu. Non, la dernière fois qu'on l'a été, justement, c'était avec un qui respectait les principes de ses aînés. En tant qu'Africain, je n'ai pas grande sympathie pour Charles de Gaulle. Mais en tant que quelqu'un qui a grandi en France, je ne peux qu'être admiratif pour la manière dont ce monsieur a transformé la vie de son pays. La manière dont, après l'affaiblissement de la France, après la Deuxième Guerre mondiale, il a su refaire de la France une puissance mondiale. Et ce sont justement ces gens-là, depuis Sarkozy et leurs amis, la bourgeoisie, qui ont tout détruit. Ces gens-là vivent en croyant qu'ils sont encore à l'époque de De Gaulle. Non, vous n'êtes plus à l'époque de De Gaulle, c'est fini. La dernière fois que la France a été à la hauteur des exigences mondiales, c'était pour l'invention de l'Irak. Et c'était Dominique de Villepin qui a été acclamé. Mais concrètement, c'était symbolique parce que matériellement, la France n'a rien pu faire. Elle n'a pas pu empêcher ce qui s'est passé avec les conséquences que nous connaissons. Et encore pire, elle-même, elle est partie être la personne qui a quasiment détruit l'Europe avec l'intervention de Libye. Ces gens-là, ils font comme s'ils n'étaient pas au courant. Le pays qui a plongé l'Europe dans la crise migratoire, c'est la France avec ce qu'elle a fait en Libye, puisque derrière, après, ça donnait ce qui se passe au Mali. Et je crois même que ça donnait ce qui se passe avec Daesh, qui a fini par ce qui s'est passé au Bataclan. On a été... Non, on est en catastrophe, la France, depuis. On est en catastrophe. On est en catastrophe. Depuis qu'ils ont mis en place leur plan de s'accaparer les médias, de s'accaparer les banques, d'instrumentaliser la police. La France est en train de sombrer. Ça a commencé avec Sarkozy, que tout le monde acclame. Le mec, il a fait 21 ans de prison, il vous fait... Il a fait 21 jours de prison, il vous fait un journal du prisonnier. Donc le mec, il fait 21 jours, il sort son journal du prisonnier, il est déjà prêt. Soit le journal était écrit avant, ce qui est probablement sûr, soit si tu sais, c'est un mensonge. Tu ne peux pas écrire à cette vitesse-là, imprimer et tout sortir à cette vitesse-là. Matériellement, c'est quasiment impossible. Mais bon, on va passer. Je pense que sur l'Ukraine, par exemple, il faut bien reconnaître que l'Europe a été au rendez-vous. Quand la Russie a agressé l'Ukraine, l'Europe s'est ralliée. L'unité européenne a été au rendez-vous. Rappelez-vous ce qu'on prédisait il y a 2 ans, 3 ans. On prédisait que l'Union européenne quasiment se disloquerait à cause de l'Ukraine. Ça n'a pas été le cas. Elle a des cartes en main. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas dans le cockpit Emmanuel Macron, même s'il les sait, il a fait ses annonces sur les Rafales, et que la France, par son poids, par son histoire, par sa capacité d'entraînement, elle est indispensable. En tout cas, quand Donald Trump hier a décroché... Pure folie française. Pure folie française. Autant je soutiens la France, autant je peux être chauvin, autant je suis en total désaccord avec l'illusion dans laquelle vit cet homme. La France n'a aucun moyen, aucune légitimité d'être dans le cockpit de l'Europe. C'est même ça qui est en train de causer le chavirement de l'Europe. Ces gens-là, ils avaient l'occasion de faire tomber Van der Leyen après ce qu'elle a fait pendant le Covid. Ils ont tous milité pour maintenir Van der Leyen et ils s'étonnent tous qu'ils sont en train de foncer droit vers le mur. Et ils foncent droit vers le mur en mettant en jeu la vie des Européens. Parce qu'avec la bêtise, là, s'ils font de Euroclear, c'est la fin de l'Europe. Et ça va arriver encore plus vite que tout le monde ne le croit. Son téléphone pour parler à un Européen, il a parlé au chancelier Merz, celui qui réarme son pays avec des armes made in USA. Général, est-ce que ce n'est pas mettre le mouton au milieu des loups que cette réunion que l'on a appris en Suisse entre
Zelensky, peut-être Trump et peut-être Poutine, ou en tout cas les émissaires des uns et des autres. Ce seront des équipes de négociation, oui. Il va être bien seul, mais bon, je pense quand même que l'équipe ukrainienne est quand même suffisamment forte pour discuter. Et c'est quand même on parle de la souveraineté de l'Ukraine, donc qu'elle soit déjà mise autour de la table des négociations, c'est déjà un point qui est quand même positif. Maintenant, est-ce que l'Ukraine va être suffisamment forte, effectivement, c'est votre question, pour résister à la pression à la fois américaine et russe? Difficile à dire. Moi, ce que j'ai entendu dans le discours de Zelensky hier, quand même, et ça a été remarqué par d'autres, c'est que quand même, il laissait une petite ouverture vers les négociations, parce que, en gros, il pose la question indirectement, est-ce qu'on va être capable de tenir encore longtemps? Et il met un peu tout le monde devant ses responsabilités. Pas nous, mais le peuple ukrainien, l'armée ukrainienne, les partis politiques ukrainiens, il y a quand même quelques soucis actuellement aussi au niveau politique intérieur. Donc là, il y a quelque chose. Donc je ne suis pas certain qu'il ait toute la liberté d'action. Néanmoins, il est à la table des négociations. Et je pense quand même que ces 28 points dont on a parlé tout à l'heure, on ne l'a pas vu en détail, parce qu'on n'a pas enfin, je n'ai pas vu encore le schéma officiel. On a beaucoup d'éléments, mais il y a des sujets de discussion. Mais on a les 28 points. Oui, mais ils sont pas très... Il y a des moments, il y a des choses très imprécises quand on les lit. Oui. Voilà. Et si mais il y a par exemple, les garanties apportées aux États-Unis à l'Ukraine pour après, les garanties que la Russie n'attaquerait pas à nouveau, font l'objet d'un autre plan qui est à part. Vous avez vu quand même que les garanties américaines ne dureraient que 10 ans. Oui. On ne sait pas pourquoi 10 ans. On parle également des Ukrainiens. Je voudrais qu'on les écoute parce que nos équipes ce matin ont pu tendre leur micro à ces Ukrainiens sur ce plan de paix américain, sur cette pression mise par Kiev, par Washington. Écoutez-les bien. Ce que je pense des propositions de Trump, il faut accepter certaines conditions pour mettre fin à la guerre, certes, mais je ne suis pas d'accord pour réduire notre armée de moitié. Mais il faut signer cet accord avec ces 28 points, ça oui, parce que nous n'avons pas le choix, nous n'avons tout simplement pas le choix. Il n'y aura aucun accord de paix. Poutine reste campé sur ses positions. Il est parti pour une guerre. Et pour que vous compreniez, leur budget pour toute l'opération militaire spéciale est prévu jusqu'en 2030. Vous pouvez donc imaginer ce qui va se passer dans les années à venir. Ce qui arrive s'annonce plus dur que ce qu'on a déjà vécu. C'est ici surtout que moi je voulais vous emmener, pour que vous compreniez la vision des Ukrainiens eux-mêmes, la vision des autorités ukrainiennes et la vision des autorités européennes et surtout des gens qui commandent ça sur les plateaux de télé européens. Ces gens-là vous parlent de choses qui seraient inacceptables pour les Européens, alors que eux-mêmes, les gens qui vivent ça au quotidien, vous disent que s'il faut signer les 28 points, signons-les parce que c'est mort. Et il y en a un qui vous dit même, ça ne va pas signer parce que la Russie, c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut continuer. Les Ukrainiens eux-mêmes, ils sont résignés. Voilà pourquoi je vous dis que Zelensky, lui, il le sait qu'il est à bout. Il aurait pu continuer à soutenir les folies des Européens tant que lui-même, il n'était pas sali. Mais il a été sali avec cette histoire de corruption. Sa légitimité est encore au fond du seau. Sa légitimité ne vaut plus rien maintenant en Ukraine. Il a de moins en moins intérêt à aller contre les intérêts de sa population. Et c'est ce qu'il a essayé de faire comprendre aux Européens. Parce que si ça doit continuer, eh bien ça va continuer au prix d'un sacrifice encore plus important des Ukrainiens. Ou alors les Européens vont devoir se mettre à l'os. Ils vont devoir aller chercher des mercenaires on ne sait pas où pour venir leur mettre sur les lignes de front, comme on a vu la dernière fois, ou comme on sait que maintenant dans le Donbass, il y a des gens qui sont arrivés de tous les pays du monde pour venir se battre là et qui vont avoir leur raclée parce que la majorité des gens qui arrivent là-bas ne sont pas prêts à se battre là-bas. Une fois de plus encore, History Legend a publié la vidéo qui montre à quel point ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui sont les meilleurs combattants dans ce conflit. Et les Ukrainiens eux-mêmes se font laminer par la masse et la stratégie russe. Donc on va mettre des gens juste pour qu'ils meurent, juste pour ralentir les Russes. Et la technique de combat de l'Ukraine actuellement, ce n'est plus d'essayer de reconquérir quoi que ce soit, c'est de ralentir l'avancée russe. Mais contrairement à ce qu'eux, ils pensent, et à ce que le général a fait la démonstration ici sur ma chaîne, bien évidemment, ils ont limité cette vidéo pour que cette vidéo ne soit pas virale et disparaisse au fur et à mesure. Comme il a dit, nous sommes sur une cadence exponentielle de l'avancée russe. Et ce n'est même pas ce que les Russes recherchent. Les Russes recherchent à avancer sûrement en ayant fait le maximum de dégâts, en ayant démonté le maximum possible l'industrie
et l'armée ukrainienne. Donc l'industrie de l'armement et l'armée ukrainienne, c'est ce que les Russes cherchent à démonter au maximum. C'est ça l'attrition que les Russes recherchaient et c'est l'effet que maintenant ils ont fini par avoir. Puisque le front, comme l'a dit la dame qui était en Ukraine au début, est en train de craquer de toutes parts. Sur ce plateau, et il continue encore à dire ou à croire que l'Ukraine va tenir longtemps, mais sauf que le phénomène, c'est comme une boule de neige. Quand tu commences à craquer, plus tu perds, plus ça craque, plus tu perds, plus ça craque, plus c'est gros. Et donc ici, vous voyez que les Ukrainiens, eux, sont résignés. Ils préfèrent même qu'on donne tout ce que les Américains sont prêts à donner aux Américains. Ils sont prêts à ce qu'on leur donne et que ça s'arrête, plutôt qu'à continuer. Or, ceux qui maintenant pleurent en disant que ça ne se fait pas, alors que Zelensky lui-même envisage d'accepter, ce sont les Européens. Et on rappelle que en avril 2022, la première proposition, ce n'était pas du tout comme ça. L'Ukraine n'avait quasiment personne à sacrifier et presque rien à donner aux Russes, à part accepter les conditions russes. Maintenant, ils ont beaucoup plus à donner et comme l'a déjà dit Donald Trump lui-même, s'ils ne veulent pas signer, ils n'ont qu'à continuer à se battre. Mais Donald Trump, il sait que si jamais il rate cette occasion, le prochain plan viendra avec des territoires qui seront encore plus conquis. Et là, ce qui est conquis par les Russes, c'est eux qui disent les conditions à laquelle ils vont les rendre. Ce ne sont ni les Américains, ni les Européens, ni les Ukrainiens qui auront un mot à dire. Ils n'auront qu'à accepter. Ce qu'a dit Vladimir Poutine, vous acceptez ce plan de paix, sinon moi je continue la guerre, ce n'est pas un problème en hommes et en matériel. On entend cette réalité pour les Ukrainiens, c'est-à-dire que cette guerre elle a duré presque 4 ans, trop bien évidemment, écoutez, et il va falloir que ça s'arrête. C'est ce que dit aussi, et vous le notiez général, le président Zelensky. Il y a une volonté que la guerre s'arrête depuis le début. Vous êtes attaqués de toutes parts, dans toutes les familles il y a des morts. Obligatoirement vous voulez pas qu'on vous abandonne, évidemment, qu'il y ait une aide qui va croissant et que la guerre cesse le plus rapidement possible. Le problème, c'est la réalité. Ce plan, on ne peut pas parler d'accord puisque l'Ukraine n'a pas été consultée, on ne respecte pas sa souveraineté, est un scandale pour l'Ukraine, un scandale pour l'Europe. Moi, ce qui me fait rire, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Ces gens-là, ils parlent pour l'Ukraine ou ils parlent pour l'Europe? Ce plan est un scandale pour l'Ukraine, mais un scandale pour l'Europe. Les Européens, ils ont perdu quoi dans cette histoire? Qui leur a permis? Cette histoire a été réglée en avril 2022. Regarde-moi celle-là qui vient de dire « Oui, il y a une volonté pour la paix depuis le début ». Les Ukrainiens, justement, ils avaient obtenu la paix en avril 2022. C'est qui est venu déchirer la paix que l'Ukraine avait obtenue pour faire des inventions de Boucha et des bêtises? C'est qui? C'est pas les Européens? Et ils avaient fait ça à quelles conditions? Souvenez-vous le discours de Boris Johnson. Nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à la victoire. Et maintenant, ça devient les Ukrainiens, ils veulent arrêter. Oui, mais c'est un scandale pour l'Ukraine, sa souveraineté n'est pas acceptée. La souveraineté de quoi? On ne vous demande pas la souveraineté de ce que vous n'avez pas, on vous demande la souveraineté de ce que vous n'avez plus. Et quand vous écouterez Luc Ferry, vous-même, vous allez vous rendre compte. Surtout, et je répète encore, ne ratez pas cette vidéo. C'est une vraie mise à nu, évidemment, de l'Ukraine, de ses biens, mais aussi de ses populations. Dans l'accord, on ne parle évidemment pas des populations déplacées. On ne parle évidemment pas des enfants déportés et des adultes qui ont été déportés. Si, Xavier? Si, il y a un point. Voilà. À croire qu'elle-même, elle n'a lu que les gros titres qui sont diffusés par les propagandistes européens. Même moi, je n'ai pas lu la totalité de l'accord, mais avec le peu de tout ce que je suivais depuis que l'accord a été publié et de ce que je suis depuis le début de ce conflit, le mandat d'arrêt de Vladimir Poutine n'est même pas valable parce qu'au début, il a fait en sorte que les enfants qui étaient partis en Russie échappent à la mort et depuis, il y a un processus de les faire revenir en Ukraine. Donc on ne voit même pas pourquoi le mec il est poursuivi devant la CPI. Et elle vient vous dire qu'il n'y a rien prouvé de populations déplacées. Les populations déplacées où? Et c'est exactement la bêtise que Ursula von der Leyen, elle était partie dire la première fois.
après le sommet d'Anchorage, vous vous souvenez qu'elle était assise à table, elle a insisté, ça ne se fait pas de prendre des enfants, il faut parler des enfants. Or, on a appris que la première dame américaine avait écrit à Vladimir Poutine au sujet des enfants et qu'on a mis en place un processus de faire retourner les enfants dans leur famille. Mais c'est tout un processus, il faut identifier si leurs familles sont encore vivantes et mettre les conditions en place pour qu'ils puissent revenir en sécurité. Donc, de quoi parle-t-elle? De quoi parle-t-elle? Quand je vous dis qu'à chaque fois, on prend tous ces dames-là qui viennent mentir, le mensonge, vraiment la désinformation, c'est le principe même de ce qui se passe. Comme dit Michel Collomb, le média mensonge, ça n'a jamais été aussi fort et aussi ridicule que dans ce conflit. Qui spécifie que tous ceux qui ont été déportés rentreraient chez eux. Mais en revanche, à l'inverse, il y a une amnistie totale pour tous les crimes de guerre, pour compenser. Mais c'est prévu dans un dépôt. Mais là aussi, c'est une façon pour Donald Trump de fouler du pied le droit international. C'est-à-dire que la haine n'existe pas. Tous les criminels de guerre, à commencer par Vladimir Poutine, passeront au travers. Boutcha, par exemple, mais on pourrait en citer. Ces gens-là, il y a l'abomination qui est faite au Congo. Il y a l'abomination qui est faite en Somalie. Il y a l'abomination qui est faite au Moyen-Orient. On connaît les coupables. Les mandats d'arrêt, on en voit à peine. Mais dans le conflit, qui je pense est le moins meurtrier de tous les conflits qu'on a vus récemment, c'est là qu'ils vont pleurer. Et je vous rappelle que quand ils font ça, ils oublient la responsabilité de Sarkozy pour la Libye. Ils oublient la responsabilité de Obama pour la Libye. Ils oublient la responsabilité de Bush pour l'Irak. Ils oublient leur responsabilité à eux et à leurs dirigeants dans ce qui a été fait. Mais tout ce qu'ils voient, c'est la responsabilité de Vladimir Poutine dans un conflit où même son ennemi principal, Zelensky, respire encore et joue le fanfaron. Des kilomètres. Et là il y a là-dessus, sur ce point en particulier, incontestablement, l'Europe ne peut pas l'accepter. Ça, c'est très clair. Les Européens ne peuvent pas accepter de valider, de signer au bas de la page d'un accord de paix qui prévoirait l'amnistie complète pour les crimes de guerre. On est bien d'accord que à l'inverse, les Russes ne signeront pas s'il n'y a pas l'amnistie. Alors, Trump n'en a que faire de ce droit international. On le voit chaque fois. Moi, je ne comprends pas. Ici, on défend les intérêts de l'Ukraine ou de l'Europe. Tout le monde comprend que c'est un mandat d'arrêt fallacieux. C'est un mandat d'arrêt qu'ils ont fait exactement la même méthode qu'ils ont utilisée pour Kadhafi. Quand ils étaient sur le point d'attaquer Kadhafi, ils ont fait exprès de faire sortir un mandat d'arrêt pour faire de lui un criminel qui va justifier ce qu'ils vont faire. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire avec Vladimir Poutine. Matériellement, les éléments qu'ils reprochent à Vladimir Poutine, je ne sais même pas s'ils sont encore valables aujourd'hui ou même s'ils ont été valables un jour. On a vu combien de temps ils ont mis ici pour faire sortir le mandat d'arrêt du loser du Moyen-Orient. Et quand le mandat d'arrêt du loser du Moyen-Orient est sorti, c'était eux-mêmes le premier à dire que c'est pas grave. De toute manière, c'est une institution discréditée qui ne compte pas. Et la France elle-même a fait un communiqué pour dire qu'elle se laisse le droit d'apprécier ou pas l'exécution du mandat d'arrêt. Mais ici, vous avez encore les donneurs de leçons qui viennent dire « Non mais c'est inacceptable pour l'Europe ». Oui, mais pour les Européens, là, ça va être un point absolument essentiel parce que les Européens sont tous signataires de la Cour pénale internationale, sont tous impliqués et concernés par les poursuites qui sont en cours. Et vous imaginez le blanc-seing, le feu vert que ça donnerait à tous les régimes de la planète désireux d'agresser leurs voisins. Donc là, moi, je vois un nœud tout aussi important que la question militaire sur le... Moi, ce que j'aime bien, c'est la tête de Chovancy. Regardez le sourcil gauche de Chovancy pendant qu'il parle. Regardez le sourcil de Chovancy, du général Chovancy. Et même, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte quand on voit le nombre de nos gens à nous, de nos dirigeants qui doivent finir à la haie, le nombre de gens que nos dirigeants savent qu'ils sont fautifs, qui doivent subir à la haie, et les mensonges qu'on a inventés contre Vladimir Poutine, franchement, c'est trop de dire ça. Regardez. Tout aussi important que la question militaire sur le terrain en ce qui concerne l'Europe. Ouais, on parle de déportation. Et vous imaginez le blanc-seing, le feu vert que ça donnerait à tous les régimes de la planète désireux d'agresser. Regardez la tête de Chovancy. Regardez son sourcil. Lui, il me tue. Lui, c'est le mec le plus logique dans tout ça parce qu'il en sait trop. Quand il attend, Bon, je ne veux pas être désagréable en disant ces gens de plateau-là, ces gens qui ne pourraient même pas faire un sprint de 40 mètres sans mourir sur place, franchement, quand il les entend parler, il est juste mort de rire. Il est juste mort de rire. Regardez.
Et il regarde la caméra, il se dit, mais franchement, quand tu sais les choses que nous on a fait et que personne n'a fini à La Haye, et quand on voit comment se déroule ce conflit, penser qu'on va pouvoir mettre Poutine à La Haye, c'est leurs voisins. Donc là, moi, je vois un nœud tout aussi important que la question militaire sur le terrain en ce qui concerne l'Europe. Ouais, on parle de déportation, crimes de guerre, Boutcha, évidemment. Je rappelle qu'on n'a amnistié personne lorsque les Balkans se sont décomposés et lorsque la guerre de l'ex-Yougoslavie s'est terminée avec les accords de Dayton. Vous savez qu'ils ont tous fini en prison à Scheveningen. Ouais, mais attends, et ils sont qui? Et ils sont personne. En plus, à l'époque, tout était sous la domination américaine. C'était pas un monde multipolaire. C'est l'Amérique qui dit qui va aller à La Haye, qui va pas à La Haye. Qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là? Bon, ça a pris un temps énorme. Je préfère même pas dire quelque chose de plus sur cette vidéo. Je vais m'arrêter là. La vidéo, elle est finie. Et maintenant, je vais prendre quelques minutes de pause pour pouvoir attaquer la vidéo de Luc Ferry. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.